Tout de suite, retrouvez en direct Michel Hazanavicius aux rencontres 7e art de Lausanne avec Flashback sur Séance Radio. Michel Hazanavicius. Merci. Bonjour. D'abord, Bonjour. Merci à évidemment cette invitation qui est faite et qui est organisée par Vincent Pérez, parce qu'on est particulièrement heureux de vous recevoir. Ici, à l'École, c'est une école de cinéma, comme je vous l'ai expliqué en quelques mots, et souvent on invite beaucoup de réalisatrices et de réalisateurs qui viennent d'un peu partout. Pas assez de réalisateurs qui se sont destinés, en tout cas qui ont dévolu une partie de leur carrière à ce genre extrêmement exigeant et difficile qu'est la comédie. Beaucoup d'étudiants, souvent, et d'étudiantes s'essayent à la comédie dans les films de diplôme, en ayant peur, en se disant mais dans le fond je vais être mal noté, parce que les écoles de cinéma en général font des films d'auteurs très introspectifs, etc. Et puis on leur dit mais essayez la comédie, c'est sans doute un des genres les plus difficiles peut-être avec le cinéma fantastique. Et vous avez dans le fond une grande partie, pas tout l'intégralité de votre carrière, mais une grande partie de votre carrière qui est une exploration et une sorte de façon de réexplorer le cinéma de comédie français mais aussi international, en tout cas en partant de quelque chose qui est aussi une habitude de la comédie à la française pour l'ouvrir sur quelque chose de plus large. Peut-être la première question que je voulais vous poser, qui a trait à la comédie mais aussi à l'idée du faux, du double, ou en tout cas de l'image détournée. On a vu quelques extraits des films que vous avez fait pour Canal+, à l'époque, qui étaient des détournements, comme La Classe américaine, des choses comme ça, qui étaient quelque chose de très novateur à l'époque, où dans le fond, ça se faisait pas vraiment, de faire dire aux acteurs d'autres choses qu'ils l'avaient dit, de reprendre des rushs pour les organiser et faire autre chose que la narration telle qu'elle était prévue. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, pas forcément bien fait, mais qui est très présent sur les réseaux sociaux, dans les émissions satiriques à la télévision. Est-ce que vous pensez que vous pourriez aujourd'hui, ou que ça vous intéresserait aujourd'hui de faire ce genre de choses, où c'était très spécifique aux années 90 quand vous partiez de la télévision? Je sais pas, parce que ça a été fait vraiment en dehors de toute réflexion. Ça a été fait vraiment pour faire marrer, quoi. Enfin, on n'était pas les premiers, parce que les situationnistes avaient fait ça avec notamment 2 films qui s'appellent La dialectique peut-elle casser des briques et Les petites culottes en été, qui étaient des détournements de films. Nous, on a un peu sophistiqué le truc parce que on a monté, donc on a recréé une histoire. On n'a pas juste pris un film et plaqué des voix, et puis on a utilisé les voix françaises, donc ça donne un truc très particulier. Mais il n'y avait pas de vraie réflexion. On s'est rendu compte qu'on avait un jouet qui était marrant. C'était le tout début de Lavide. Lavide est je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de montage, mais qui permet tout d'un coup de monter comme en numérique. Donc, c'est la même différence qu'entre un traitement de texte et une machine à écrire à l'ancienne, quoi. Donc, ça permettait aussi ce genre de choses. Mais il n'y avait pas vraiment de réflexion. C'est vrai qu'aujourd'hui, si, peut-être que je pourrais faire ça, je sais pas, mais c'est vrai que nous, on était un peu les seuls sur le créneau, parce que personne l'avait fait, donc c'était d'une certaine manière plus original, quoi. C'est vrai que maintenant, avec Internet et la technologie à la maison, c'est plus simple à faire, ouais. Il y avait aussi une rareté de l'image. Les images que vous utilisiez, même si c'était des films connus, elles étaient plus rares, on les trouvait pas forcément. Maintenant, on pourrait trouver presque toutes ces images sur Internet. Comment fonctionnait à l'époque, en fait, la fabrication de ces choses-là? Ça venait de votre cinéphilie, de votre lot commun de films que vous aviez vus ensemble avec les gens avec lesquels vous travaillez, ou il y avait des recherches spécifiques sur un certain type d'image? En fait, on était 2. Mais on a tout fait à 2, en fait, en gros. Et on les a fait parce que justement, il y avait un type qui travaillait à Warner Télévision, qui m'a mis à notre disposition le catalogue Warner. Donc les films n'auraient pas été les mêmes si on n'avait pas eu ce catalogue-là. Mais si vous voulez, tout s'est fait de manière très naturelle, insouciante, et pas. C'est pas comme s'il y avait la volonté de faire ça, qu'on avait été chercher le catalogue. Non, on nous a demandé, on l'a fait, on a mis le maximum de conneries dedans pour essayer d'être marrant. Mais quand je vous entendais dire tout à l'heure, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je pense que si on part dans cette idée-là, il vaut mieux pas en faire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il y a de plus difficile, dans le sens où c'est le truc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus... si vous avez envie de faire marrer, que les gens rigolent, il y a un truc assez naturel, en fait, à faire de la comédie. Après, si ça vous est pas naturel, vaut mieux pas y aller, quoi. Mais dans ce côté, quand ça commence à devenir laborieux, si ça commence à être difficile, faut pas le faire, ouais. Mais c'est différent, en fait, de faire des films pour faire rire, je sais pas, le cercle de personnes que vous avez sur YouTube et qui vont rire un peu à l'humour que vous avez vous, que de l'ouvrir et d'arriver, en fait, dans le fond, à fédérer d'abord un pays, puis après une
planète entière. En fait, dans le fond, vos films ont fait rire un peu au-delà en fait de l'habitude du cinéma français, de manière très très large. Donc il y a quelque chose d'assez universel que vous avez trouvé, qui vous appartient, qui coule peut-être de source. Hein. Non, mais ça c'est un hasard. Enfin, je veux dire, vous ne maîtrisez pas tout ce que vous pouvez faire, c'est faire une vanne, quoi. Après. Bon, qui rigole, comment il rigole et tout ça, c'est un peu un hasard. Enfin, je sais pas, moi, vous pouvez pas calculer ça, vous pouvez pas. Après, je dirais non, le truc un peu qui a été au-delà de la France, c'est The Artist. C'est pas non plus à se taper sur les cuisses. The Artist, c'est pas non plus hyper drôle, quoi. Il y a des trucs un peu marrants, mais c'est quand même de l'humour très grand-père, quoi. C'est pas. Je pense que OSS est plus drôle. La classe américaine, visiblement, est plus drôle aussi. Bon, enfin, alors là, ça voyage pas du tout. La classe américaine, c'est vraiment que pour les francophones, quoi. Mais est-ce que peut-être le fait d'être passé, vous êtes... Et The Search n'a fait rire personne. C'était pas destiné vraiment... Non, non, je déconne. Non, mais peut-être que le fait de passer par le montage et d'utiliser, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du rythme dans la comédie, et en fait, dans le fond, de l'avoir testé en partant du point de vue du montage et pas de la direction, puisque d'abord, c'est vraiment, en fait, pour reprendre des images existantes, est-ce que ça donne pas ce sentiment que vous avez eu entre guillemets de facilité, de se dire ça coule de source parce que vous êtes parti en observant ce que les autres avaient fait et en essayant de plaquer un autre tempo sur des choses qui avaient été pas imaginées pour... ça c'est sûr que dans mon rapport aux acteurs, la classe américaine et enfin les films de détournement ont été hyper formateurs. Ouais. C'est-à-dire que moi je me considère toujours comme un réalisateur monteur, presque plus, enfin scénariste aussi parce que j'écris mes scénarios, mais vraiment quand je suis sur le plateau, je pense en termes de montage et je sais que je fabrique du matériau pour le montage. Et il y a des trucs, des fois je demande des choses à des acteurs, ils sont même un peu vexés parce que je leur demande pas de jouer. Par exemple, je leur dis, vas-y, regarde ma main, et c'est bon, allez hop, on passe à autre chose. Il dit, mais attends, non, mais comment ça je dis, non, mais c'est exactement ce que je voulais. Ce regard vide, un peu stupide d'un mec. Et en fait, et une fois monté, quand vous avez un type qui dit une horreur et il y a l'autre qui le regarde comme ça, juste en fait, en vrai, l'acteur a regardé votre main. Mais ça, le spectateur, il le sait pas. Donc, mais moi, si vous voulez, à la différence de pas mal de réalisateurs aujourd'hui, je cherche pas du tout à capter des moments de vérité. J'essaye au contraire d'organiser un mensonge le mieux possible. Donc tous les coups sont permis dans un mensonge. Donc je dis, j'ai pas besoin que moi l'acteur il pense à peu près ce qu'il veut. Je m'en fous de ce qu'il pense. Je veux que ce qui m'intéresse, c'est ce que le spectateur pense. L'acteur, il pense ce qu'il veut. Moi, du moment qu'il fait ce que le scénario demande, c'est bien. Vous n'êtes pas à la recherche d'une vérité absolue au moment du tournage? Du tout. C'est vraiment quelque chose qui... Mais quand vous le dites, par exemple, quand vous écrivez vous-même vos scénarios, vous écrivez en pensant au montage? Ou vous vous dites non, c'est en 2 étapes? Vous écrivez en vous disant je vais le montrer comme ça, le film? Non, il y a quand même des choses où je sais, le montage est pris en compte. Par exemple, des fois, je fais exprès des dialogues vachement longs. Mais ou exprès, enfin, les gens se disent rien et ça dure hyper longtemps et tout ça. Et des fois, je me dis, bon, des producteurs peuvent lire en disant... Et donc c'est hyper long, on a compris là le truc et tout. Je lui dis oui, enfin c'est pas l'idée de comprendre, c'est que ça peut être vachement drôle, les mecs qui répètent sans cesse. Et si ça marche pas, je l'enlèverai au montage. Donc je prends quand même en compte ce truc-là. Des fois il y a un peu la volonté quand on écrit d'avoir un scénario hyper efficace. Et en fait des fois à l'intérieur des scènes ça sert à rien parce que finalement ça change rien en termes d'argent, de montage, de budget, etc., de tournage. Donc oui, je me dis ça s'essaye. Il y a des trucs qui s'essayent, mais définitivement, sur le plateau, oui, par exemple, les silences sont extrêmement... je suis vraiment à la recherche des silences. J'ai tendance... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme on dit que la comédie, c'est le rythme, il faut toujours aller plus vite et tout ça. Moi, j'ai un peu le contraire. J'ai tendance à demander aux acteurs d'aller moins vite. Parce que c'est comme quand on raconte une histoire, quand on sent que ça commence à être un tout petit peu ennuyeux, on accélère. On est bon, et puis voilà. Et en fait, ça devient de la bouillie. Alors que quand vous demandez à un acteur de ralentir et de prendre le temps de penser, c'est-à-dire d'entendre ce qu'on vous a dit, de réfléchir et de formuler une réponse, tout d'un coup, la pensée est hyper structurée. Et
c'est hyper agréable, je trouve moi, dans tous les films, de voir un personnage penser, le personnage qui pense au cinéma, je trouve que ça c'est hyper agréable. Et alors en comédie, quand il s'agit de dire vraiment des trucs hyper stupides et que vous voyez des gens réfléchir et dire vraiment des énormes conneries, c'est les frères Cohen sont les maîtres de ça, par exemple. Et ce temps-là, il est précieux, ouais. Il est précieux, mais il se construit beaucoup au montage, ouais. Mais ça veut dire que sur le plateau, vous parlez un petit peu aux comédiens du montage ou pas du tout? Vous leur dites, il y aura un gros plan où je pense qu'on va couper, ou pas du tout? Ben, les acteurs, si vous voulez, il n'y a pas de, c'est pas une, c'est pas un groupe homogène, c'est pas le Parti communiste, quoi. Tout le monde n'est pas pareil, donc il y en a qui sont angoissés, donc il faut leur parler de montage parce que bon, tout d'un coup ils se disent ok, c'est bien, ça va être monté, tout ça. Puis il y en a qui s'en foutent complètement, ils viennent, ils font leur truc et voilà. Donc j'essaye de m'adapter à chaque acteur. Moi, mon boulot est un peu de mettre les acteurs en valeur. Donc j'essaye de m'adapter. Si vous voulez, c'est pas du tout pareil que de travailler avec Louis Garrel, que de travailler avec Jean Dujardin ou de travailler avec un petit gamin tchétchène, quoi. C'est sûr que c'est pas. Qu'est-ce que vous entendez par mettre en valeur pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire mettre en valeur les acteurs? Bah, qu'on se dise cet acteur est dément, quoi. Bah, ça pour moi c'est de se dire mais cet acteur est génial. Mon idée est que le premier contact que le spectateur a, le premier contact avec un film, c'est l'acteur. C'est-à-dire ce qu'on regarde et ce qu'on écoute, c'est l'acteur. C'est pas si vous sortez d'un film en disant mais les décors sont déments, c'est que c'est raté. Ou si on dit mais quel montage son de fou furieux, bon c'est raté. Donc c'est par l'acteur que se raconte l'histoire. Après derrière, il y a une structure qui voilà, mais il faut pas que le spectateur se rende compte. Donc voilà. Donc c'est vrai que par exemple les OSS, quand j'ai fait les 2 OSS, j'avais fait pas mal de publicité et je les ai aussi abordés, pas uniquement, mais je les ai aussi abordés comme une grande publicité pour Jean Dujardin. Et donc c'est ça que j'appelle mettre en valeur. Après, en vrai, mon boulot est de mettre en valeur le boulot de tous les autres, c'est-à-dire le boulot du scénariste, le boulot du chef décorateur. C'est ça concrètement mon métier, c'est ça. Ouais. Mais sur cette idée de mettre en valeur en fait le travail des comédiens, c'est quand vous faites le casting, bon évidemment il y a une sorte de répartition entre quels vont être les rôles principaux, les rôles secondaires, etc. Mais il y a beaucoup de personnages très étonnants dans les personnages secondaires des comédies que vous avez réalisées, c'est-à-dire des gens d'ailleurs qui par la suite ont fait des carrières. Je pense François Damiens, c'est parce que quelqu'un qu'on a un petit peu découvert chez vous et que moi je me souviens d'avoir vu le film et de me dire mais qui est ce type incroyable. Et ce qui est étonnant dans la scène, c'est une scène où les espions discutent entre eux et le seul à ne pas être un espion est François Damiens, qui je crois est un brasseur belge, sauf erreur, et qui dans le fond ne comprend pas le langage codé. Mais dans cette scène-là, typiquement, il y a une vraie attention. C'est quasiment ce personnage-là qui gagne la scène. C'est quasiment ce personnage secondaire qui entraîne la scène, qui en fait un effet de comédie, en fait. Oui, parce que la scène, elle travaille sur une espèce d'énorme faux rythme. C'est-à-dire, les mecs se disent absolument n'importe quoi. C'est quand même des aphorismes à 2 balles. Je veux vous dire, je les ai même oubliés, les phrases, tellement c'est absurde. Mais enfin, voilà, quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Enfin, c'est ce genre de truc qui voudrait être à double tranchant, à double signification. Enfin, c'est complètement nul. Moi, j'ai tout monté juste... en fait, si vous regardez, elle n'est montée que par rapport c'est que des regards, en fait. Ce qui dicte le montage, ce sont des regards. Donc, on a des gens qui sont censés se comprendre entre eux. Mais c'est vrai que alors, au début, on comprend rien de cette scène. Je me souviens que quand on la tournait, tout le monde était... alors il y a des acteurs et eux s'amusaient, mais les gens de l'équipe, je comprends rien de cette scène. J'ai pas compris à la lecture, je comprends pas ce que tu fais. Je pense qu'ils pensaient qu'elle sauterait au montage. Et en fait, le seul finalement à qui on peut se raccrocher, c'est un mec qui fait mais qu'est-ce qui se passe quoi? De quoi vous parlez les mecs? Enfin voilà, et ça c'est François Damiens. Après, il fait partie de ces acteurs qui ont il y a quelques acteurs, vous savez pas pourquoi, ils ont un truc drôle. C'est-à-dire, moi, je considère que moi, je cherche pas des acteurs drôles, je cherche des acteurs qui rendent le personnage drôle. C'est un peu différent. Mais alors, Damiens, il fait partie de ces mecs, il ouvre la bouche et vous rigolez. Ce qui est d'ailleurs un problème, parce que moi, quand il me parle sérieusement, quand on se voit, vous êtes dans cette position vachement inconfortable où il se livre et vous savez pas si vous allez... hyper marrant, pas marrant. Non, voilà. Vous savez pas ce que vous devez faire en fait. Et donc, je dirais que c'est un handicap pour lui, mais
Mais il est drôle. Mais quand par exemple, vous avez parlé des acteurs évidemment, et puis de l'esthétique qui les entoure, c'est une grande partie, en tout cas pour le OSS, mais aussi pour The Artist, mais de façon un peu différente, même si c'est pas une comédie ou même niveau de drôlerie en fait dans le fond que OSS. Il y a une drôlerie qui vient de l'esthétique que vous développez, qui préjuge que le spectateur va la reconnaître. Ce qui est drôle dans OSS, c'est évidemment même les mouvements de corps qu'on fait faire à Jean Dujardin ou les décors, etc. Pour les gens qui n'ont pas vu les OSS des années 60, mais il y a une sorte de connaissance un petit peu de ce cinéma, qui est le cinéma d'aventure des années 60, même l'esthétique en fait des décors, fait que ça produit un effet comique, mais il faut partir du principe que le spectateur va le reconnaître et va le comprendre. Oui. Alors en gros, moi, OSS en fait, c'est un scénario qu'on m'a envoyé, donc je suis pas à l'initiative de ce scénario. Alors il avait été refusé par plusieurs réalisateurs parce qu'il y avait des blagues un peu bon, pas racistes, mais disons sorties du contexte, elles pouvaient être un peu mal interprétées. Enfin, bref. C'est-à-dire ça se fait pas de traiter de con un musine ou tout ça. Bon. Alors quand je l'ai pris, en fait, moi, ça me faisait beaucoup rire. J'ai réécrit pour arranger tout ça et tout, mais c'est vrai que, alors, un des autres trucs était comment faire passer ces blagues-là. C'est-à-dire, je trouvais que c'était la spécificité du truc, mais comment sécuriser ces blagues-là. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est un film sur les clichés. Donc j'ai vraiment tout travaillé en fonction de cette idée de cliché. Le motif du film, c'est le cliché. Donc j'ai mis le cliché au niveau de la forme. Alors donc c'est bourré de clichés cinématographiques, de clichés comportementaux, de clichés sur les gens, etc. Qui fait que quand il est misogyne, finalement, on est dans la couleur du film. Quand il est vaguement gentiment antisémite, on va dire, il est dans la couleur du film, quoi. C'est un truc, c'est le motif du film, le cliché. Après, il y a aussi un autre truc qui revenait. Moi, j'ai commencé à travailler avec les Nuls. Alors pour ceux qui sont plus jeunes, les Nuls, c'était un groupe comique. Ok. Alors, je fais un numéro de ventriloque. Je serai à Genève le 27. Je crois que c'est la radio de la BNP qui doit prendre le dessus, Robert. C'est ça, non? Et donc les Nuls avaient ce truc-là où en fait c'était les premiers qui disaient vaguement les premiers, mais Coluche disait un peu des horreurs, peut-être Thierry Le Luron, des gens comme ça, mais eux ils arrivaient, ils disaient de manière hyper décontractée des énormes grossièretés à la télé, ce qui se faisait pas, c'était le fin des années 80, mais il le faisait avec une énorme élégance et je trouvais que cet équilibre-là était vachement bien et faisait passer énormément de choses. Et surtout, il y avait l'idée que quand vous avez un cadre comme ça qui est un peu élégant, la sortie de cadre est vécue vraiment comme une sortie de cadre, quoi. Vous êtes pas, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes hors cadre, mais vous êtes hors cadre parce que le cadre a été bien défini. Donc voilà, c'était. Il y a quand même il y a un vrai challenge parce que les Nuls sur Canal ou Coluche, ça s'adressait à un public qui était certes important, mais quand même beaucoup plus restreint que le public de cinéma qui va voir OSS, ou en tout cas qui est prêt à payer un billet pour aller voir un film. Et donc comment est-ce qu'on fait pour ouvrir, pour que d'un seul coup ces clichés-là ils soient reconnus par tous? Ouais, mais ça je vous dis franchement, si j'avais la méthode pour faire des films qui font des entrées, je vous la donnerais, mais d'abord je l'appliquerais moi déjà, mais vraiment, je me pose pas la question comme ça. Mais c'est des films, en tous les cas, j'ai toujours pensé tous mes films, et même The Search, et même le dernier, et tout ça, je les ai pensés comme des films populaires dans le sens accessible à tout le monde. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien mettre plusieurs couches. J'aime bien me dire que quand on sort du cinéma, on a un peu à un endroit envie de revoir le film. C'est-à-dire de se dire, j'ai peut-être raté des trucs, ou pour le dire autrement, par exemple, un truc qui me fait extrêmement plaisir, c'est qu'au OSS, il y a des gamins de 8 ans qui adorent le film. Mais ils adorent le film. Moi, j'aurais jamais imaginé ça, et en fait, ils comprennent pas tous les niveaux. Mais il y a un niveau qu'ils adorent. Et en fait, quand ils le revoient à 14 ans, ils l'aiment pour d'autres raisons, et à 20 ans, ce sera d'autres raisons, et leurs parents l'aiment pour d'autres raisons. Et donc, j'aime bien, moi, cette idée d'avoir plusieurs niveaux, plusieurs portes d'entrée, en fait, dans les films. Alors, on va regarder un extrait de OSS et après, Colline aura une question à vous poser. Je suis un vieux monsieur. J'ai 46 ans, ma vie est derrière moi. Vous m'avez tout pris. Je vais essayer de faire le tour. Laissez-moi faire. Adieu, OSS 117.
se fait, Van Zimmel. Au nom de la France, je vous demande de me remettre les microfilms. Et au nom de l'Israël, je vous demande de nous suivre. Qu'est-ce qu'il fait encore? Mon Dieu, il va monter pour sauter du bout du bras du Corcovado. Pas si on l'empêche de sauter du bout du bras du Corcovado. Mais il perd vos vertiges. Chacun doit vaincre ses démons d'adresse. Vous, c'est les nazis. Moi, c'est le trapèze. Trouver plus convaincant, mon petit ami. Encore faudrait-il que vous n'ayez pas vos vapeurs cette fois-ci. Et que vous puissiez avancer malgré le vertige. Ah bah oui. Ça vous donnera envie de revoir le film pour ceux qui ne l'ont pas revu. Colline, où êtes-vous? Voilà, levez la main, on va vous apporter un micro. Quelqu'un, si c'est personne, c'est moi. Voilà, je vais courir vers vous. Bonjour. Bonjour, Colline. Alors, dans cette séquence particulièrement, on sent très fort la référence. Et du coup, la question, c'était comment est-ce que vous évitez les limitations et du coup, vous tendez vers autre chose, que ce soit le pastiche ou la parodie, et que du coup, ça fait rire. Est-ce que, par exemple, est-ce que ça se fait à l'écriture ou alors est-ce que c'est un travail qui se fait avec les comédiens par la suite? Non, ça se fait à l'écriture. C'est-à-dire, ça se fait à l'écriture. Après, vous pouvez vous amuser avec les acteurs, par exemple. Quand il est effrayé par sa propre ombre, je suis pas sûr que c'était dans le scénario, mais non, c'est à l'écriture. Bah, il y a quand même une volonté. Enfin, là, je veux dire, ce serait fou de vouloir imiter Hitchcock comme ça. Enfin, pourquoi sauter du bout du bras du Corcovado alors qu'on pourrait sauter de l'épaule, par exemple, ou même avant. Enfin, il y a d'autres moyens de se tuer. Enfin, il y a quand même une imiter Hitchcock en faisant un type qui est hanté par un saut de trapèze. Enfin, il y a un côté, si vous voulez, non, ça se passe vraiment à l'écriture. Ouais. Donc, moi, je mets ça. Je me suis toujours dit, enfin, pour mettre un mot dessus, j'appelle ça du détournement parce que ça me permet justement de pas être dans la parodie pure et dure ou je sais pas quel autre mot vous avez employé, mais ouais, j'appelle ça du détournement. Mais je crois que ça passe par un vrai respect de. Par exemple, on reconnaît à un moment donné les 3 notes de La mort aux trousses, là, mais il y a aussi le fait de utiliser un acteur Rudiger Vogler, qui vient de chez Wim Wenders, c'est tout ça. J'essaye de mettre des choses quand même qui, disons, pour qu'il y ait un deuxième degré, il faut qu'il y ait un premier degré, voilà. Donc j'essaie de respecter beaucoup le premier degré. Et il y a vraiment beaucoup de tendresse pour ces films-là, quoi. Il y a un plaisir de cinéma que je pense qu'on n'aurait pas si les films étaient cités à la va-vite, quoi, ou un peu avec comme ça, du revers de la main. Je pense que c'est des films qui sont extrêmement bien faits et je trouve qu'il faut essayer d'être au moins à leur hauteur pour pouvoir bouger un petit peu les trucs. Et voilà. Une fois, je me souviens, enfin, ça me fait penser, ça m'a fait rire. J'avais fait une rencontre et tout le monde me disait alors, mais là, il y a une référence à la musique de La mort aux trousses, oui. Là, il y a une référence à ça, oui, d'accord. Là, il y a une référence à James Bond, oui. Et il y a un type qui m'avait demandé, mais
La croix gammée, c'est une référence à Hitler, non? Oui, en effet. Oui. On a reçu ici, il y a de cela 6 mois, on a reçu Gus Van Sant qui a fait une copie totale d'un film, qui a recopié complètement Psycho. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé, tenté même d'un point de vue artistique, de reprendre une comédie et de la reciter plan à plan ou pas du tout? Non, ça m'aurait pas du tout intéressé, mais je comprends l'expérience, mais non, ça m'aurait pas du tout intéressé. Non. Mais par exemple, les gestes, vous dites la peur de l'ombre, ou le fait que Jean Dujardin rentre dans la cage d'escalier en pointant son revolver comme ça, c'est quelque chose qui est référencé à une façon de jouer qu'avaient les acteurs des années 60. Quand vous dites que c'est une publicité pour Jean Dujardin, ou que l'idée c'est de le mettre en avant, c'est quelque chose que vous travaillez avec lui avant, qu'il vous propose. Il voit les films et il vous le propose. Non, il y a les deux. Nous, il y a des choses qui étaient vraiment travaillées avant. Alors, on a beaucoup travaillé sur la voix, notamment sur les premiers où on est parti sur la voix de Jacques Deschamps, pour tout vous dire, qui était le doubleur de Clint Eastwood. Donc je disais plus Clint, moins Clint, voilà, ou plus Sean, moins de Sean, parce qu'on était beaucoup sur Sean Connery, sur les attitudes. Là on est sur le 2. Non, on avait ce truc de, par exemple, quand il pointe au revolver, il a toujours une main comme ça. Alors on sait pas bien pourquoi, mais il fait comme ça. Ou alors, quand on lui tire dessus, juste, bon, ça c'était dans le, il se protège. Mais en fait, ça marche. En fait, on peut lui balancer 8000, il se protège, et en fait, ça marche. Qui est dans les derniers James Bond, hein, ça marche aussi dans les vrais James Bond. Et si vous vous faites tirer dessus un jour, tentez le coup quand même, parce que à tout hasard. On sait jamais. Mais ce que j'en ai vu moi, ça marchait. Et des trucs. Ça, c'est par exemple des trucs qu'on avait décidé. C'était que par exemple, dès qu'il tournait, il regardait toujours à droite, à gauche, et il pouvait pas tourner normalement comme tout le monde. C'est-à-dire, il s'arrête, et il part comme ça. Et aussi des piétinements de. Alors ça, on l'avait pris à John Wayne, mais par exemple, John Wayne, enfin, je vais vous le faire, mais il y a toujours un truc comme ça. C'est-à-dire, il piétine un peu avant de partir. Il s'arrête, et puis on ne sait pas pourquoi. En fait, ça correspond à rien, ou des poses comme ça qui sont complètement cons, mais c'est amusant, voilà. Et c'est joli en plus. Il y a aussi un truc qui est très très fort dans le film, qui est l'utilisation de la langue. On en entend un petit peu, c'est-à-dire que quand on tourne des films historiques, Cronenberg disait on devrait toujours traiter les personnages historiques comme des extraterrestres parce qu'ils parlent pas de la même façon que nous, ils n'ont pas les mêmes sentiments. Ce qui est très réussi dans OSS 117, c'est que les gens parlent avec un français qui est celui des années 60, qui ressemble beaucoup au nôtre, mais quand même pas complètement. Ah non, il ressemble pas. Il est beaucoup plus littéraire. Il y a des expressions totalement surannées. Alors moi. Il se trouve que je parle un peu comme ça, mais mes enfants se foutent de moi toujours. Mais par exemple, je peux dire un mot comme pardi. Je dis, ma fille va me dire, pourquoi t'as mis ton blouson? Je fais, parce qu'il fait froid, pardi. Et donc elle va me regarder en disant, t'as dit pardi là? Je dis, ouais, j'ai dit pardi. Ou ma foi, je dis ma foi. Mais j'aime bien. Mais bon, c'est vrai que ça se dit pas trop, mais je le dis maintenant, je le dis assez naturellement, mais. Non, c'est très drôle, toutes ces expressions. Je pense que ça fait passer aussi beaucoup de niveaux de choses. Quand vous parliez de l'humour qui, des fois, pouvait aujourd'hui être un peu choquant, rire de la condition des femmes, rire effectivement du nazisme, etc., c'est quelque chose d'assez graveleux. Mais le fait que, dans le fond, les gens parlent avec une langue qui n'est plus vraiment la nôtre, ça met beaucoup à distance. On sent qu'il y a quelque chose qui est suranné, même dans les propos qu'ils tiennent et dans la façon de le dire. Alors ça, c'est l'effet miroir de faire un film d'époque. C'est-à-dire qu'en fait, un personnage qui aurait ce rapport aux femmes, aux juifs, aux étrangers, aux nains, enfin aux personnes de petite taille ridicule. Non, je rigole, pardon. Je déconne. Non, mais. Dites pardi après, comme ça, on aura l'impression de dites pardi. C'était de l'humour, ma foi. Mais, ma foi, ouais, très bien. Mais donc, donc du coup, s'il était contemporain, il aurait la conscience de dire quelque chose qui est absolument inacceptable. Mais comme c'est les années 50, on met ça sur le compte du discours dominant de l'époque. Donc on se dit, mais quand même, les gens à l'époque, ils étaient... Mais en fait, on parle d'aujourd'hui. Mais il y a cet effet-là qui fait que toute cette partie-là du personnage n'est pas assimilée à un truc profond, personnel, mais à un truc d'époque. Donc ça permet ce décalage et ça permet de parler de choses. Ça permet de parler du racisme sans dire non, le racisme, les gars, arrêtez, c'est pas bien. Ça permet de montrer un type, d'en rire et de se moquer de lui, quoi. Mais en gardant quand même, non pas de l'empathie, mais
l'envie quand même de passer du temps avec lui parce qu'il nous fait rire. C'est ce qui est un truc un peu délicat. Mais... Vous vous autorisez à écrire ce genre effectivement de phrases ou de répliques parce que c'est Jean Dujardin et qu'il y a une sorte aussi de, je sais pas, de sympathie, de bienveillance que peut avoir le public pour lui et qui serait plus difficile avec un autre acteur? Non, parce que le premier, on savait pas tout ça. Donc moi, je le fais parce que je trouve ça drôle et que je pense que quand c'est sécurisé, par exemple, quand j'ai sur la réécriture du 1, par exemple, moi j'ai remis plein de blagues sur les nazis, notamment, par exemple, je sais plus, je suis arrivé, je lui dis, écoute, il y a un truc qui me fait rire, c'est bon, c'est toujours les nazis, les méchants là, ça va. On est en 55, on a le droit d'avoir une deuxième chance, c'est possible. Et alors ils me disent non, mais on peut pas dire un truc comme ça et tout ça. Alors moi, ma mère, donc nous on est juifs. Ma mère était cachée pendant la guerre. Il y a des gens qui sont morts dans les camps dans notre famille et tout ça. Donc j'ai été la voir. Je lui dis qu'est-ce que tu penses de cette vanne? Elle s'en foutait. Elle m'a dit bah ça te fait rire, c'est bon, bah c'est bien. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, si ma mère me donne un mot d'excuse pour cette blague, je suis tranquille en fait. Après, je vais vous dire, si c'est pas drôle, on l'enlève du montage. C'est aussi bête que ça. Mais c'est vrai que je trouvais ça très très drôle, quoi. Mais le fait d'avoir construit le film et, comme vous le dites, d'avoir voulu mettre en avant un acteur, ça l'a beaucoup marqué aussi. Est-ce que des fois, vous traquez dans les films dans lesquels joue Jean Dujardin des choses qui... Parce que nous, des fois, comme spectateurs, on a presque l'impression de voir déborder OSS 117 dans d'autres... C'est devenu presque éthique le concernant, en fait. Tellement c'est fort, tellement ce personnage l'a imprégné. Oui, mais ça, je crois que c'est un peu... alors, tous les acteurs qui ont un rôle marquant, d'une certaine manière, le trimballent avec lui. C'est-à-dire, enfin, avec eux. De Niro, c'est compliqué de lui faire le rôle d'un agneau innocent, quoi. C'est-à-dire, il est quand même... c'est quand même Raging Bull, plus Taxi Driver, plus Le Parrain. Donc, quand le mec arrive, on a un petit peu peur, quand même, déjà. Et Dujardin, c'est un peu pareil, il nous fait un peu marrer tout de suite, c'est vrai. Alors après, c'est un bon acteur, mais c'est vrai que quand il joue le rôle d'un espion, un vrai espion, dans un film, moi je suis un peu à l'affût de l'œil qui frise un peu, ouais. J'attends un peu la connerie, ouais. Mais bon, après, je le connais bien. C'est une sorte d'adéquation totale entre son corps. En fait, ce qu'il est, c'est pas uniquement le rôle qu'il prend, c'est-à-dire qu'il a un corps qui est parfait pour OSS. On a l'impression que c'était vraiment écrit pour lui, ce n'est pas le cas. Hein. Ah bah moi, c'était hyper agréable, si vous voulez, comme réalisateur, quand vous avez comme ça une rencontre entre un acteur et un personnage écrit en papier, c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Hein. Vraiment, vous êtes témoin d'un truc chimique en train de se passer. Voilà. Sur le langage, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. Alors là, il y avait beaucoup, c'était un peu un jeu sur le plateau, de trouver... il y a eu vraiment tout un travail... par exemple, j'aime me beurrer la biscotte. On était vraiment à un petit déjeuner. Je crois que c'était l'ingénieur du son qui dit... il a dit un truc... Enfin, il y avait le mot beurrer la biscotte. Et alors moi, j'ai adoré. Je me suis dit, on dirait vraiment un truc hyper sexuel, alors que... Enfin, vraiment... ça veut vraiment rien dire. Enfin, même l'esprit le plus tordu, je veux bien qu'il m'explique ce que c'est de beurrer la biscotte. Mais il y a quand même un petit truc. On se dit, il nous parle quand même d'un truc. Alors donc directement dans le film, ou par exemple, là, il y a une scène dans un sauna où le matin j'ai eu un petit flash. Je suis rentré dans la loge, il était en train de se faire maquiller. Je lui dis, ça te dirait de dire j'aime quand on m'enduit d'huile. Et le m'enduit d'huile, lui, ah ouais, j'adore. Voilà, donc il y avait ce truc-là où j'aime les panoramas. Alors ça, c'était vraiment... on pouvait en mettre partout, parce que le mec, voilà, j'aime parler en public. Voilà. Enfin, c'est absurde, le mec, il commente tout ce qu'il fait. Et il se bat, il dit j'aime me battre. Bon... absurde. Ça fait de toute façon, c'est un personnage qui est un malade mental en vrai. Mais donc sur le langage, oui, il y avait ce truc de s'amuser beaucoup avec. Quoi. Parce que là, on va peut-être regarder un extrait de The Search et Kerdigan aura une question sur les référents culturels ou en tout cas sur le rapport à la communication. Parce que là, OSS, c'est votre culture. Enfin, c'est la culture francophone, la culture française. C'est des acteurs que vous connaissez, des acteurs professionnels. On regarde un extrait de The Search et puis je monte déjà vous apporter le micro. Hein. On va moins se marrer, là, je vous dis. Ah, non, ouais. D'accord, mais enfin, si les ministres des Affaires étrangères ne laissent pas le dossier, ça reste un dossier, justement. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Oui, non, mais même ça, tu restes quoi? Au mieux une semaine dans les journaux, puis après, il y a autre chose qui prend la place. Hein. Bon, écoute, maman, je te rappelle. Ouais, je te rappelle, maman, d'accord? Bisous.
Là, c'est une jument avec son poulain. C'est la maman cheval avec son petit. Parce que là, c'est un ours. Avec son ourson. T'as déjà vu un ours? Si t'en as vu un, tu dis oui. Et si t'en as pas vu, tu dis non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Mais tu parles là? Tu parles? Ouais. C'est incroyable. On va pouvoir avoir des conversations. On va pouvoir être copains. Ouais. Mais si, on va pouvoir faire plein de trucs. Moi, je m'appelle Carole. 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 Super. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Carole. Et toi? Hadji. Hadji. Mais c'est génial, mais tu te rends compte? Tu vas pouvoir raconter, dire des trucs. On va peut-être retrouver ta famille. Tu t'appelles Hadji comment? Hadji? Carole. Oui, non, mais... D'accord, mais... Hadji? Carole. Oui. T'inquiète pas, on est pas passé. Oui, alors, moi j'ai deux questions. C'est ici. La première question, ça directement concerne cet extrait. Comment vous gérez la communication avec cet enfant tchétchène? On vu que lui, il ne parlait pas ni anglais ni français. Est-ce qu'il a déjà connu la réplique de Carole dans cette scène particulière? Et une question générale. Quand ce film de Search est sorti, un de vos interviews, vous avez dit quand vous perdez la guerre, vous ne pouvez pas rencontrer votre propre histoire parce que l'histoire, avec un grand H, écrite toujours par le vainqueur. Donc vous avez voulu rencontrer cette histoire dans le point de vue du peuple tchétchène. Donc ma question c'est c'est quoi votre plus grand défi lors de l'écriture de scénario ou storyboard, compte tenu que vous soyez étranger pour cette peuple tchétchène? Voilà, c'est deux questions. Merci. Alors la communication finalement c'est assez simple. Bon, enfin là c'est un enfant, on parlait pas du tout la même langue, ça passe quand on devait vraiment se parler, se donner des informations, ça passait par une traductrice concrètement. Mais sinon, ce qui était important passait par les yeux, par les mains, par des sourires, par des choses comme ça. Après, vous voyez tout de suite. Je travaille avec des acteurs étrangers. En fait, vous voyez, vous entendez, vous voyez tout de suite quand un acteur est là et quand il n'est pas là. Enfin, tout de suite, vous pouvez vous planter, mais quand même, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se dit pour sentir si un acteur est en place ou pas. Après, sur ce film, le plus grand défi, c'était un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire de ne pas trahir une histoire qui n'était pas la mienne, mais que personne... si on attend qu'un Tchétchène raconte cette histoire avec un petit peu d'ampleur, on peut attendre longtemps en fait. Donc voilà, comme je vous disais, moi, étant juif et venant d'une famille qui a survécu au génocide, à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai pas du tout envie de parler de ça de manière très très sérieuse et tout. En revanche, j'étais très heureux, non, mais très fier de raconter cette histoire-là, comme j'avais fait un documentaire sur le génocide rwandais aussi. Et voilà, je trouve que c'est le défi, c'était à la fois d'essayer de respecter le cinéma, c'est-à-dire de faire un film de cinéma pour tout le monde, pas juste un truc je sais pas, à thèse ou bien pensant ou tout ça. Je voulais vraiment faire du cinéma, mais mettre ce cinéma au service d'un peuple entier qui s'était fait décimer, qui était vraiment, et qui est encore, d'ailleurs, vu le non-succès du film, entre autres, mais qui est encore dans un pli de l'histoire. C'est-à-dire que personne ne sait, c'est quand même, c'est 800 000 morts, ou 500 000 morts, pardon, et en gros, une espèce d'indifférence générale, voilà. Donc, c'était un peu ça le défi. C'était de respecter à la fois l'histoire et le cinéma.
Dans cet extrait qu'on a vu, il y a de nouveau une histoire de compréhension d'incompréhension. Quelqu'un qui, d'ailleurs, ça a déclenché des rires, mais volontaires, évidemment. Sûr, Est-ce que, et puis, dans le découpage, il y a quelque chose de très différent de l'extrait d'OSS qu'on a vu avant. C'est une sorte de grande rigueur avec quelque chose de très simple, un chant contre chant, puis un plan large pour donner, en fait, dans le fond, cette parole, l'importance à cette parole-là. Est-ce que, dans le fond, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit quand même un petit peu lié à l'idée de la compréhension, à l'idée de la transmission de quelque chose, quand vous dites que le film, pour vous, il doit être utile, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi quand vous faites de la comédie? Tous les films doivent être utiles, ou celui-ci doit être un peu plus utile que les autres, ou est-ce que OSS c'est aussi utile à quelque chose? Non, comment dire, j'ai pas cette ambition-là d'être utile vraiment, mais j'aimais bien l'idée de me mettre à cet endroit-là, à ce moment-là. Après, il faut se rappeler que je sortais des Oscars, que j'avais 1 milliard de propositions de Hollywood pour faire plein de films, voilà. Mais en fait, ça, c'est un truc que j'avais depuis longtemps. Je voulais depuis longtemps faire un film sur ce sujet-là. Je savais pas bien lequel. Et tout d'un coup, je me retrouve dans une position où je peux faire un film. Alors, il y a Bérénice, certes. Il y a Annette Bening qui a un petit rôle, mais le rôle principal, c'est un gamin. C'est un autre gamin qui fait un soldat russe. Enfin, pour vous donner aussi un truc, c'est que en règle générale, quand les films qui émanent du monde occidental, traitent d'un sujet comme celui-là, c'est toujours à travers les yeux d'un occidental ou d'une occidentale. Et en fait, les gens dont on veut raconter l'histoire deviennent des figurantes de leur propre histoire. C'est-à-dire, c'est toujours un Américain confronté au drame humain qui est tel ou tel pays. Jamais les gens dont c'est vraiment l'histoire ne sont les héros de leur propre histoire. Donc je voulais vraiment, moi, garder un équilibre qui était les Occidentaux sont hyper figurants dans cette histoire-là. Les héros de cette histoire-là sont les Tchétchènes et les Russes, point barre. Donc, pour garder cet équilibre-là qui me paraissait, moi, éthiquement, le seul point de vue juste, il fallait être au moins à la sortie des Oscars avec des Oscars, quoi. Sinon, ça ne passe pas. Sinon, il faut raconter l'histoire d'un journaliste qui est, effaré, l'histoire d'un politicien, l'histoire d'un truc et tout ça. Donc voilà. Donc après l'histoire d'être utile, non, je cherche pas vraiment à être, j'y crois pas vraiment ça à être utile. Je pense que le cinéma est utile dans sa masse, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de cinéma, ce serait pas le même monde. Mais par contre, chaque film pris séparément, je crois pas qu'il soit très utile. Après, mais sinon, je pense qu'il y a un truc sur le langage. Par contre, c'est un journaliste une fois qui m'a fait remarquer ça, et je pense qu'il a sans doute raison. Je crois que tous mes films parlent un peu du langage, quoi, ou d'un mot qui serait pris pour un autre. Il y a l'idée toujours de quelqu'un qui serait pris pour autre chose qu'il est, ou à travers ce qu'il dit, on a parlé dans la même langue, mais on s'est pas compris. Ou la personne d'en face semble avoir compris, mais en fait, c'est pas le même, les mots n'ont pas la même signification. Oui, après, ouais, peut-être. Ça, je me rends pas bien compte, mais OSS, on le prend quand même pour ce qu'il est, quand même pour un con. Mais lui, pas du tout, par exemple. Non, lui, tout le temps dans le fait de. Les gens, nous, on le voit tel qu'il est, lui ne se voit pas du tout. C'est un personnage qui n'a pas de surmoi, c'est ça qui est super. Oui, c'est vrai, c'est un héros. Je le juge, je devrais pas. C'est vrai que dans sa tête, c'est un héros. Mais juste par rapport au découpage de cette scène qui est très simple, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose presque qu'on vous en voulait de faire aussi simple après avoir manié la scène d'avant? On a vu une scène qui demande beaucoup de choses, une maestria en fait en termes industriels de cinéma, de savoir réaliser cette chose-là sur le Corcovo, c'est compliqué en effet spécial. Cette scène-là, elle est tout aussi compliquée en fait pour un metteur en scène, des gens qui discutent autour d'une table, c'est pas la situation la plus facile. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce film-là, on vous en a un peu voulu d'être dans une écriture plus... Je sais pas, ça a été tellement violent, si vous voulez, que j'ai pas cherché trop à analyser. La réception du film a été violente. J'ai essayé moi de me remettre en cause sur certains trucs, jusqu'à un certain point, pas non plus de me flageller jusqu'à sauter par la fenêtre. Mais je voulais pas non plus rentrer dans un truc. Apparemment, les critiques sont tous des cons et tout ça. En fait, ils ont fait leur métier. Bon, pour X raisons, ils ont pas du tout aimé le film. Peut-être que c'est ça. Moi, je sais que vraiment, alors, c'était un mot d'ordre sur le film. C'était tout ce qui est cinoche, on enlève. Tout ce qui fait cinoche, on enlève. Donc, il y a pas, par exemple, en termes de lumière, il n'y a pas un seul contre. Il n'y a pas un truc. Il y a pas. C'est pratiquement que de la lumière naturelle. C'est tourné en film. Mais c'est en 35, enfin en pellicule. En pellicule, oui. C'est donc non, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas la même. Quand vous tournez en numérique, vous pouvez tourner en lumière naturelle vraiment, mais la lumière naturelle qu'on reconstruit en film, c'est un peu plus compliqué. Oui, donc je voulais faire un film sobre. Oui, ça c'est sûr. Il y a pas de musique, il y a pas de truc et tout. Je voulais un film très sobre.
Après, bon, ça n'a pas pris. On a le temps pour quelques questions. Il faut que vous leviez la main et je vais venir vers vous avec le micro. Ne vous gênez pas. Ah, t'as un micro, Richard ? Ah ben, c'était bien que tu sois assis pendant tout ce temps, t'aurais pu... Oui ? Non ? Non, pas du tout. Vous touchez votre casquette. Là, ici, devant. Mais je vais venir, ça va être plus simple. Merci beaucoup. En fait, ma question, c'était juste pour rebondir sur le point que vous avez abordé tout à l'heure avec le fait que justement vous abordez des thématiques qui sont pas occidentales, mais qui sont en fait les protagonistes principaux, en fait, sont des occidentaux. Ma question, c'était de savoir si justement en fait le fait que en fait, à quoi est-ce qu'on pourrait en fait rattacher le fait que ces personnages-là, en fait, soient pas interprétés par des personnes qui viennent de ces pays-là. Est-ce que vous pensez que c'est en fait lié au marketing qui fait que, par exemple, un film sera plus volontiers vu par des personnes qui peuvent, entre guillemets, s'identifier au protagoniste parce qu'il lui ressemble, que par une personne qui vient, par exemple, de Tchétchénie ou du Rwanda ou quelque chose comme ça? Oui, c'est pas faux. Enfin, c'est vrai que c'est suivre le destin d'un occidental est une porte d'entrée peut-être plus facile en termes de narration. C'est une partie, je pense, de la réponse. L'autre réponse est aussi une histoire de, comme vous avez dit, enfin, vous avez dit marketing, mais de marché, quoi. C'est-à-dire que on veut. C'est cher d'aller tourner là-bas. Ça coûte cher. Il faut emmener du monde. Il y a pas vraiment les structures, etc. Et donc, pour faire des films chers, en règle générale, il faut des vedettes. Et pour avoir une vedette, il faut lui proposer un rôle principal. Donc là, dans l'extrait, on a vu Bérénice, mais Bérénice n'a vraiment pas le rôle principal du film. Donc moi, je vous dis, j'étais vraiment dans un truc très exceptionnel finalement, de pouvoir trouver de l'argent avec cette structure-là. Mais vous avez raison aussi dans le fait que a priori, c'est a priori plus facile de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble. Mais partiellement, parce qu'en fait, je crois que y a Barry Levinson qui est là et je parlais avec lui et il racontait justement que quand il était gamin, les premiers films européens qu'il a vus, notamment les films italiens, c'était des gens, pour lui, c'était une autre planète. Il savait même pas que ça existait. Et en fait, un truc humain qui était raconté, dans lequel il a tout de suite complètement connecté. Quand vous racontez des histoires parce qu'après tout, quand on va voir Avatar, on s'identifie pour d'autres raisons, quoi. C'est pas la moi qui nous ressemble, quoi. Et vous, c'est quoi les premiers films que vous avez vus? Les premiers films que vous avez vus, comme Barry Levinson, qui était... Pour vous, c'était quoi les premiers films? Moi, c'était plutôt des films... Moi, j'habitais à Paris, il y a les grands boulevards où il y avait plein de cinémas. C'était plutôt des films populaires... je sais pas, les Pierre Richard, les James Bond, les trucs comme ça. Puis après, quand j'ai un petit peu grandi, vers, je sais pas, 11-12 ans, j'allais à un cinéma d'arrêt essai qui était pas loin non plus. Et donc là, j'ai vu beaucoup de classiques américains, italiens, etc. Puis vous avez continué de regarder les films populaires qui sortaient, même plus tard, toujours, encore maintenant, aujourd'hui? Moins. Je vois plus. Pourquoi? J'ai 4 enfants, je sais pas, j'y vais moins. Vous les emmenez pas voir des comédies populaires, hein? Si, je les emmène, mais je sais pas, il y a aussi un truc peut-être qui c'est moins... D'abord, l'époque a changé, moi j'ai changé, j'ai peut-être plus le même rapport au cinéma, voilà, mais non, mais je les emmène voir... les dessins animés de Pixar, je les emmène... et puis on regarde des films à la maison, mais j'y vais un petit peu moins. Comme tout le monde. Hein. Une autre question, ici. Attendez le micro, il arrive derrière vous. Bonjour. J'avais une question à propos de... Vous parliez de l'humour, on a passé un bon moment à parler de ça, dans l'humour dans vos films et votre approche de ce sujet. Et j'avais entendu dans une interview, je ne sais plus si c'était vous ou Jean Dujardin, je m'excuse, mais à ce propos où vous disiez, ou Jean, on ne pourrait pas refaire OSS 117 aujourd'hui. En tout cas, le même humour que le OSS 117 de 2006. Et je trouvais ça un petit peu dommage et je voulais savoir justement, vous, quelles sont les limites que vous fixez aujourd'hui en fonction du changement de la société
et peut-être du changement de notre rapport avec l'humour. Est-ce que dans votre cinéma, dans vos prochains films, vous allez justement vous limiter là-dessus? C'est Jean qui disait ça. Et ironiquement, il va faire OSS, il va faire une suite à OSS, et moi je vais pas la faire. Donc non, moi je trouve qu'il y a aucune limite à se poser. Je suis même pas d'accord en fait avec cette proposition-là. Je crois pas du tout que ce soit interdit. Je crois que par contre il faut bien le faire. C'est à manier. Il y a certaines vannes, on le sait, c'est de la nitroglycérine. Il faut faire attention avec. En revanche, moi, la réflexion est un peu différente dans mon cas. Moi, c'est plus par rapport à l'ironie. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à Canal+ dans les années 80. Il y avait assez peu d'ironie, en fait. Il y avait assez peu de... l'humour était un peu... enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu... pas gentil, mais... voilà. Donc, il y a eu quand même une espèce d'ironie distanciée comme ça sur les choses qui a commencé à s'installer. Et il me semble que dernièrement, depuis quand même quelques années maintenant, l'ironie est devenue le discours dominant. Et alors là, effectivement, ça me pose un problème. C'est-à-dire que je trouve que l'ironie... comme contre-pouvoir, elle est intéressante. Enfin, pas contre-pouvoir, mais comme contre-discours, disons, elle est intéressante. Mais comme attitude normative et dominante, là, je trouve qu'il y a un problème parce que, justement, et c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu poussé aussi à faire The Search, c'est que ça tue le premier degré, ça tue l'empathie, ça devient une attitude qu'on adopte sur tout. C'est-à-dire moi, à Paris, je prends un mototaxi pour aller à l'aéroport, pour prendre un avion business class, je passe devant la porte de la Chapelle où il y a des gens qui dorment sous le périphérique, qui sont des grappes de centaines, c'est des migrants. Je dis pas que c'est interdit de rire, d'être ironique et tout, mais il y a un moment donné où il faut savoir quand même arrêter un tout petit peu cette ironie-là. Enfin, en tous les cas, c'est pas pour donner des leçons, des trucs, des machins, mais en tous les cas, c'est une question qui doit se poser. L'ironie, je trouve, c'est une question qui doit se poser. On est, moi, en tous les cas, à une place extrêmement privilégiée dans l'ensemble du truc. Avoir une position ironique sur tout me pose problème. Voilà. Donc, mais j'ai déjà amorcé ce truc-là avec The Artist, où il y a pas beaucoup d'ironie dans The Artist. Bon, The Search, il n'y en a carrément pas du tout. Il y en a un peu c'est un peu ironique, le Redoutable, mon dernier film, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Je trouve, ouais. On peut vous demander pourquoi vous ferez pas le troisième, pourquoi vous dirigerez pas le troisième OSS 117? Écoutez, on m'a demandé à chaque fois la question. Oui, je pensais bien, mais... Ouais, non, mais je vais vous répondre. C'est que à chaque fois, j'ai répondu des fois dans des comités beaucoup plus petits. Il y a toujours quelqu'un qui tweet et après le truc prend... Et j'ai l'impression d'être au milieu d'un fait divers. Alors, ne dites rien. Non, c'est-à-dire, si je dis le moindre... C'est idiot, mais c'est pas moi qui fais le film. Ouais. Donc je veux pas nuire au film, je veux pas dire des trucs et tout, mais donc comme je l'ai déjà dit, je vous dis, ça sert à rien de le tweeter, je l'ai déjà dit, mais j'aime pas le scénario. D'accord. Voilà, donc j'ai un autre film à faire, tout voilà. Mais je suis hyper content de faire le film que je vais faire, donc tout va bien. Une autre question. Oui, ici. Colline avait une autre question. Oui. Colline de nouveau, oui. Prenez de la graine sur Colline, les autres, là. Regardez comme elle participe. Elle est courageuse. J'avais une question par rapport au Redoutable, du coup, par rapport à la question de l'adaptation, par rapport au livre un an après. La question, c'est comment est-ce que vous condensez le livre dans 1h40 de film et comment est-ce qu'on retranscrit visuellement les pensées de quelqu'un, parce que c'est... En fait, j'ai pas du tout cherché à faire ça. Pour être tout à fait honnête, une fois que j'ai eu les droits, j'ai pratiquement pas réouvert le livre. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de recherches, etc. Je savais à peu près de quoi il s'agit. J'ai été repioché des fois des choses, mais c'est très bizarre. D'un côté, j'ai eu l'impression, moi, de m'adapter au livre. Pas du tout d'adapter Enfin, en fait, quand on parle d'adaptation, j'ai vraiment vécu le truc inverse, quoi. C'est vous qui vous adaptez. Et mais dans le même temps, il s'agissait pas du tout de respecter le livre. C'est-à-dire que j'ai essayé de respecter l'humeur de ce que le film de ce que le livre, m'avait évoqué.
mais je passe complètement par d'autres endroits. Enfin, le film, je crois, essaye de passer par des endroits qui sont typiquement du cinéma et pas du tout de la littérature. Donc j'ai gardé surtout, ce qui m'intéressait, c'était la fin de cette histoire d'amour entre deux. J'ai une histoire d'amour qui se délite comme ça pour des raisons à la fois universelles et en même temps très originales. Tout ce que ça pouvait, moi, m'évoquer comme scène de comédie, la représentation de mai 68, une espèce de d'installer le film dans la cinématographie des années 60 de Godard et Raoul Coutard. Voilà, c'était cet équilibre-là. Mais j'ai pas du tout cherché à faire rentrer tout dans... J'étais beaucoup plus décontracté que ça, quoi. Ouais. Une dernière question peut-être encore. Oui, ici, attendez, je vais m'approcher, ça va être plus simple. Je serais curieuse de savoir si c'est une difficulté pour vous et si oui, comment vous faites pour la surmonter, de monter en fait des scènes auxquelles vous avez assisté au tournage en fait. Comment vous arrivez à prendre du recul, à vous détacher de l'émotion que vous avez pu ressentir et ce genre de choses pour que le montage soit plus efficace? C'est pas loin d'être ma partie préférée, le montage, en fait. Donc, non, j'ai pas de difficulté. Sur les vannes elles-mêmes, il y a un moment donné, faut pas s'attendre à ce que ça vous fasse rire à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, ça vous fait à peine rire quand vous l'écrivez, la blague. Vous faites, ah, marrant. Bon, en gros, c'est à peu près ça. Mais vous faites pas, excellent, qu'est-ce que je suis marrant. Pas du tout. Après, vous pouvez éventuellement avoir des surprises quand l'acteur l'incarne, parce qu'il va y mettre un tempo, une couleur, un truc, où tout d'un coup elle va prendre vie, cette vanne. Donc là, vous pouvez éventuellement vous marrer. Au montage, ça vous fait plus du tout rire. Donc après, vous faites confiance un peu à votre instinct sur comment bâtir la vanne au mieux possible. Qu'est-ce qu'il faut... En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de donner les bonnes informations aux spectateurs au bon moment et de la meilleure manière possible, en gros, pour faire simple. Donc le montage vous sert un peu à ça. Vous pouvez travailler sur le tempo, vous pouvez enlever une info et puis la remettre plus tard, etc. Mais pour moi, c'est comme un jeu de Lego, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc, en fait, quand vous écrivez un scénario, vous faites une espèce de, comme une ligne de temps, quoi. Enfin, il y a un truc de temps. Après, vous enlevez tout ce dont vous avez besoin. Donc, votre film, ça devient 24 chevaux, 800 voitures, 800 figurants, 4 canapés, 3 appartements. Enfin, un truc complètement débile, comme ça, à la Georges Perec. Puis après, vous tournez plan par plan. Puis après, vous remontez tout. Et le montage, c'est vraiment... vous avez tout défait, votre jeu. Vous avez tout mis en petites pièces. Et après, vous remontez tout. Plus ou moins bien, quoi. Mais c'est vrai que le montage est pour moi la partie qui appartient exclusivement au cinéma. Tout le reste, finalement, l'écriture, le jeu, tout ça, la déco, les costumes, c'est comment dire, ça peut être dans d'autres disciplines, mais le montage, c'est que le cinéma. Donc, il y a vraiment là, vous finalisez l'écriture, quoi. Et comme vous êtes rentré dans le cinéma par le montage, vous arrivez à le laisser quelques jours à quelqu'un d'autre, à partir, à ne pas voir tous les jours, ne pas aller tous les jours au montage? Non, c'est difficile. Non, je vais tous les jours au montage. Je laisse le loisir du premier montage à la monteuse. Parce que c'est intéressant de voir comment elle, par exemple, va comprendre un espace filmé. Là où moi je connais l'espace, donc des fois j'ai des informations que le spectateur n'a pas forcément, donc des fois on peut avoir une espèce d'incompréhension, par exemple sur la géographie des choses. Elle peut avoir des trouvailles, elle peut avoir des choses, etc. Mais en fait je le prends plutôt comme une manière de mettre bout à bout des scènes prémontées, enfin avec une proposition de montage, et après on refait ensemble tout. Mais non, alors là, pour le coup, ça me semblerait hyper bizarre de lâcher le montage. Ouais. Beaucoup de réalisateurs partent pendant un petit peu de temps, reviennent, font des allers-retours. Mais chacun fait vraiment comme il veut. Moi là, je pourrais pas. Ouais. Non, je trouve que l'écriture, le filmage et le montage sont les 3 mouvements essentiels de l'écriture d'un film, quoi. Il y a beaucoup d'étudiants dans la salle qui sont en montage en ce moment de leur film de diplôme ou film de deuxième année. Il y a souvent un moment où on passe par une vraie détestation de son propre film quand on le monte. Ça vous arrive, vous, quand vous le montez?
Oui, vous passez forcément, c'est long. Hein, donc le premier montage, on appelle ça un ours. Moi, je crois qu'on appelle ça un ours parce que justement, ça fait peur. Donc oui, bien sûr, il y a des moments quand ça vous fait plus rire, quand vous voyez tous les trucs, quand vous voyez. C'est normal, mais je pense qu'on est moi, je juge pas mes films, par exemple, du tout. D'abord, je les regarde plus, et je ne les juge pas vraiment. Donc, ça permet finalement d'être un peu plus décontracté, quoi. Mais c'est compliqué, ouais, d'avoir. Et puis, en fait, au montage, vous payez l'addition, quoi. C'est-à-dire, vous payez pour tous les péchés que vous avez faits sur le tournage. Sur le tournage, vous croyez que vous êtes Dieu, que tout est génial et tout ça, machin. Après, vous redescendez au montage, hein, c'est sûr. Et là, même si la qualité était mauvaise, mais c'est un plaisir ou pas vraiment un plaisir de voir des extraits de vos films pour vous? Non, là, c'est sympa. A priori, en plus, les gens sont amis. Là, ils sont plutôt acquis. Ouais, non, mais ça va. C'est pas. Non, mais ce que je veux dire, je ne m'installe pas devant mes films. Vous faites pas des rétrospectives de vous, quoi, à la maison? Non, j'ai arrêté. D'accord. Ouais. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Vous avez fait un film pour déclarer votre amour à un Suisse. Les gens qui sont ici, en tout cas vous dire que les gens qui sont ici, puis les gens dans cette école aiment beaucoup votre travail. On est très heureux de vous avoir reçu. Merci. On suit attentivement ce que vous faites et on se réjouit de voir votre prochain film avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir votre générosité, d'avoir partagé un petit moment avec nous. Bonjour, c'est Vincent Pérez. N'hésitez pas à suivre les rencontres 7e art Lausanne.